Joël de Ronet, le risque que vous identifiez, on va en prendre un, bien sûr, on va en développer d'autres ensuite, mais pour nous, individus, dans les années qui viennent. C'est un risque, à mes yeux, qui naît de la relation entre le biologique et le numérique. Vous avez entendu ou vous avez lu que des GAFA, notamment Google, veut stocker les gènes humains dans des énormes bases de données pour faire de la médecine prédictive, notamment. Et les gènes humains dans des bases de données sont accessibles à des hackers. Et donc, il y a ce que j'appelle un risque de révisionnisme numérique. C'est-à-dire que des hackers pourraient changer certaines bases de l'ADN des gens dans ces bases de données et transformer quelqu'un de bien portant dans son dossier en quelqu'un de malade pour le futur, qui se verrait donc ainsi refusé par des entreprises d'assurance, une assurance à prix donné, ou bien même être employé dans une entreprise parce qu'on découvrira dans ces bases de données hackées que cette personne a une prédisposition à une allergie pour tel type de peinture et il ne sera pas employé dans une entreprise qui fait des peintures, par exemple. Donc pour moi, un des risques majeurs va naître de la relation entre le biologique et le numérique avec les risques de hacking. Alors, le hacking et puis effectivement cette difficulté à cerner et à capter l'inventivité des hackers qui s'appuient sur les nouvelles technologies. On a la capacité, et la France est connue pour justement le talent de ses ingénieurs, et puis à un moment donné se pose la question de comment passer à côté de Google, Amazon, Facebook, entre autres évidemment. Je crois qu'il faut être très prudent et très méfiant sur des risques qui sont en train d'apparaître et qu'en général on voit mal parce qu'on ne fait pas suffisamment de prospective systémique et deuxièmement parce qu'on n'a pas assez une approche systémique qui tient compte de l'interdépendance des secteurs entre eux, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la biologie et le numérique. Alors je vais vous donner 3 exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Le premier exemple, c'est ce que j'appellerais le clonage virtuel. Vous avez tous entendu parler de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée utilisant des lunettes spéciales. Mais avec le clonage virtuel, on peut prendre quelqu'un en numérique, prendre sa voix, utiliser sa voix exacte aujourd'hui avec le deep learning, qui est une forme d'intelligence artificielle, on peut le faire, prendre cette personne, la copier-coller et la mettre dans une manifestation, dans un groupe, sur une estrade où elle n'aura jamais été. Et l'incriminer comme quoi cette personne qui a été clonée est dans un espace qui la dessert sur le plan de sa réputation. Le deuxième exemple que je voudrais donner, je vais l'appeler, en abrégé, les TDM. Vous connaissez les ADM, c'est les armes de destruction massive. Oui. Et moi, je pense qu'un danger monstrueux qui est en train de naître, ce sont les tweets de disruption massive. Les TDM qu'utilise notamment M. Trump aux États-Unis. Ces tweets de disruption massive, il suffit de quelques mots pour tuer la réputation de quelqu'un, de quelques mots pour créer un incident diplomatique entre plusieurs pays, et ça s'amplifie et ça va continuer à s'amplifier. Enfin, le dernier exemple que je voudrais donner, il est encore lié à la biologie, c'est un secteur de risque qu'on appelle maintenant les nootropics. Alors, retenez un peu ce terme, vous pourrez le googler tout à l'heure quand vous rentrerez. N-O-O, qui est l'esprit, et tropics, l'orientation de l'esprit. Les nootropics, c'est une nouvelle discipline qui est née de jeunes hackers et de jeunes start-upers de Californie. Ils ont 20-25 ans, ils ont créé plusieurs boîtes là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent de l'univers des drogues. La LSD, la psilocybine, la mescaline, le crack cocaïne, le hashish. Ils partent de cet univers, ils étudient les molécules. Comme ils ont eu énormément de financement, ils sont capables de faire des essais cliniques en masse sur beaucoup de gens. Et la synergie de plusieurs produits entre eux peuvent développer l'intelligence, qui est le but de Nootropics, la mémoire, mais aussi de modifier sans que les gens s'en rendent compte leur psychologie, leur mentalité, leur capacité à communiquer. Simplement en mettant quelques éléments dans leur nourriture ou sur leur brosse à dents. Donc vous voyez que les risques ne sont plus seulement des risques numériques, mais ils deviennent de plus en plus des risques liés au numérique, au biologique et maintenant au cerveau. On va ramener ces risques évidemment aux problématiques terroristes dans un instant avec la question que ça pose quand on dirige l'aéroport de Paris. Évidemment, mais comme vous faites un pont avec Joël de Ronet, je vais vous ramener à un élément qui vous paraît très important, vous, Joël de Ronet, c'est-à-dire qu'au-delà de l'intelligence artificielle, justement, vous avez envie de croire en l'intelligence
collective ou en tout cas augmentée par la collectivité, ce que disait à l'instant Gilles Babinet un petit peu. Absolument, moi je pense qu'il ne faut pas craindre l'intelligence artificielle, comme beaucoup le font, notamment Bill Gates, Stephen Hawking ou Elon Musk. Je pense qu'il faut considérer l'intelligence artificielle en complémentarité avec la nôtre, dans un premier temps, et ensuite en symbiose, c'est-à-dire en association avec la nôtre dans un second temps qui va venir. C'est-à-dire en fait utiliser l'intelligence artificielle et la robotique intelligente pour augmenter notre intelligence, c'est-à-dire aller vers l'intelligence augmentée, ce que j'appelle l'hyper-humanisme par rapport au transhumanisme, qui est individuel, individualiste. Moi, je parle de l'hyperhumanisme, qui est l'intelligence augmentée des humains connectés entre eux, qui conduit à ce que Gilles appelait tout à l'heure cette intelligence artificielle, que je préfère appeler une intelligence collaborative à l'échelle mondiale par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une possibilité d'avantage. Et je voudrais enchaîner là-dessus et peut-être donner un ou deux exemples, on y reviendra après, plus en détail. Le fait qu'on parle des risques, mais il y a aussi les avantages, puisque le thème de cette soirée, c'est nouvelles technologies, avantages et risques. Je vais vous donner un exemple, c'est les drones. Prenons l'exemple des drones, et je vais vous donner l'exemple de drones positifs et l'exemple de drones hyper négatifs. C'est une nouvelle technologie qui implique l'intégration. C'est un système technologique, un drone. Ce n'est pas une technologie. C'est un système qui vole, c'est un système qui se commande, c'est un système qui communique, c'est un système qui prend des photos, c'est un système qui peut faire des tas de choses, qui a une pince, qui peut déposer des paquets. Amazon voudrait le faire pour livrer des paquets. Alors, si je prends deux exemples positifs du drone. Je connais un garçon de 24 ans en Hollande qui a inventé un système qui se répand dans le monde, qui est le drone ambulancier. C'est un drone qui porte un défibrillateur cardiaque en dessous. Quelqu'un tombe dans la rue atteint d'une crise cardiaque, on téléphone à un numéro spécial et en quelques 5 minutes, le drone arrive, il voit ce qui se passe sur 360 degrés, la personne qui est dans la salle d'urgence voit et parle, le drone atterrit à côté de ceux qui ont appelé, la personne est étendue sur le sol dans la rue, et c'est la personne qui est dans la salle d'urgence dit « Ouvrez la chemise, prenez le défibrillateur, mettez les électrodes ici, attention, reculez-vous, boum !» Redépart du cœur. Voilà un cas positif. Second cas positif, je connais un drone sauveteur de noyés. Sur la côte basque, où je fais du surf, on l'a utilisé cet été, il va se répandre dans toutes les côtes. C'est un drone qui voit le noyé, qui lui parle, il a une caméra, les maîtres nageurs voient où il est, le drone parle au noyé, lui dit attention, enfin au pré-noyé, lui dit attention, je vais vous envoyer une bouée autogonflable. D'accord. Et il envoie une bouée qui se gonfle au contact de l'eau. Donc il va sauver quelqu'un en allant beaucoup plus vite que le jet ski des nageurs. Des Alors, sauveteurs. le côté dramatique du drone, c'est le VX, par exemple, c'est-à-dire cette horrible arme chimique qui a été utilisée récemment contre le Nord-Coréen. Bon, vous avez tous lu ça dans la presse. Eh bien, un drone peut utiliser une toute petite parcelle de VX et la lâcher dans une foule, ou bien contaminer un réservoir. Tous les réservoirs d'eau potable dans les grandes villes sont ouverts. Et de lâcher dans un réservoir de la ricine ou des produits toxiques terribles. Donc voilà, un côté positif du drone, deux exemples, et un côté très négatif des drones. Donc il faut étudier ça de très près pour essayer de les inhiber. Alors on sait qu'on peut dresser des aigles et des vautours à attraper les drones, mais aussi on peut... revient à la nature. C'est très spectaculaire, mais on peut aussi sur un plan numérique les désactiver à distance. Ouais. Augustin de Romanet parlait tout à l'heure de l'aéroport intelligent. Là, on parle maintenant d'intelligence artificielle et en fait de deep learning. Et je voudrais étendre ce concept à des technologies inéluctables, à mon avis, qui sont la ville intelligente, la voiture intelligente et la maison intelligente. En fait, je parle d'intelligence, mais j'aime pas tellement le terme. Oui. Je pense que ce qu'on appelle smart ou intelligent, c'est quelque chose qui est interactif, proactif et en temps réel. Ça me suffit, mais comme c'est long à dire, je préfère dire intelligent. Donc, le problème de la ville intelligente, de la voiture intelligente et de la maison intelligente, c'est qu'ils vont collecter une quantité faramineuse d'informations sur les gens, puisque la ville intelligente sera faite pour aider les gens à s'orienter, aider les gens à trouver le restaurant qu'ils veulent, aider les gens à trouver le magasin qu'ils veulent. Dans la voiture intelligente, déjà Toyota est sur un système hybride, pas autant que du moteur, mais entre intelligence de la voiture et humain qui réagissent en non, par là, et donc influencer la conduite de la voiture. Et la maison intelligente est faite pour aider les enfants à faire leurs devoirs, les personnes âgées à être en sécurité, etc. Donc, je pense que cette quantité massive de données va être interprétée justement au-delà de l'intelligence artificielle par ce qu'on appelle maintenant le deep learning. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que le deep learning reconnaît les visages, reconnaît les voix, fait de la traduction automatique, reconnaît les émotions.
AlphaGo, l'ordinateur de Google qui a battu Lee Sedol, le champion du monde du jeu de Go, non seulement a étudié en quelques minutes les 5 ou 6 années précédentes de jeu de Lee Sedol, donc sa rationalité, mais ce que Lee Sedol ne savait pas, c'est qu'il y avait des caméras qui le regardaient devant, qui le regardaient derrière, qui regardaient son body language, son langage corporel, mais AlphaGo le voyait. Et donc, chaque fois que AlphaGo faisait un mouvement rationnel fondé sur la stratégie de Lee Sedol réagissait, soit en levant les sourcils, soit en étant inquiet. Et ceci a aidé émotionnellement le deep learning à le battre. Et Lee Sedol est dans un hôpital psychiatrique depuis tellement il est déprimé. C'est vrai. Les robots, à terme, vont prendre notre travail ou pas? C'est une question qui est posée même depuis les débuts de l'informatique. Et je pense que l'intelligence artificielle et les robots intelligents, si nous vivons en symbiose avec eux et que nous les utilisons, nous pouvons inventer de nouvelles formes de travail. Le travail, c'est pas que le CDI, un travail salarié dans une entreprise hiérarchique et pyramidale. Il y a aussi l'œuvre, il y a aussi la création collective, il y a aussi le temps. J'ai lu récemment, hier, un article qui dit que dans certains pays, on explore le temps comme valeur d'échange monétaire, en quelque sorte. Donc toutes ces nouvelles formes de travail vont être inventées, nous aider à être inventées, selon Schumpeter, bien entendu, avec l'intelligence artificielle et la robotique. Mais je voudrais revenir sur la question de sécurité quand même. On est en plein dans la sécurité et parler de l'encryptage. Je parlais tout à l'heure de la vie privée des gens dans le big data qui va s'accumuler. Je parlais des gènes et des risques du hacking de nos gènes. Mais je pense qu'aussi, en parallèle, se développent des systèmes d'encryptage de plus en plus puissants. Aujourd'hui, PGP, que beaucoup de gens dans la salle connaissent, qui est Pretty Good Privacy, est fondé sur un encryptage à 256 bits, une encryption à 256 bits qui est déjà difficile à casser pour des professionnels, mais pas très difficile à casser pour des États. Mais qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître l'encryptage quantique, photonique et par l'ADN. Déjà, les Chinois, il faut bien retenir ça pour tous les spécialistes de la sécurité qui sont dans la salle, déjà, les Chinois sont très avancés dans l'encryptage quantique. Ils ont envoyé un satellite quantique, ils utilisent la lumière, les photons, pour utiliser ce qu'on appelle des qubits, c'est-à-dire pas 0 ou 1, mais entre 0 et 1, il y a tout un tas d'intermédiaires entre 0 et 1 qui permet un encryptage prodigieux. Et l'avantage de l'encryptage quantique, c'est que si quelqu'un le manipule, on sait à quel endroit ça a été manipulé, alors qu'avec PGP, on ne sait pas. C'est ou copié ou pas copié. Donc l'encryptage quantique est en train d'arriver. Il faut bien s'informer là-dessus parce que les Chinois ont pris une énorme avance. Et le second, c'est l'ADN. L'ADN est un extraordinaire banque de données pour stocker de l'information. Et on peut passer du binaire 0 et 1 numérique à l'ADN aux 4 lettres du code génétique, encrypter une quantité faramineuse d'informations et encrypter cette information de telle manière qu'en rajoutant un code par-dessus celui de l'ADN, on ne peut pas le décrypter. Alors, vous posez la question de comment changer les choses, comment éviter que GAFAMA, Microsoft, Alibaba ou Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, deviennent des monopoles numériques mondiaux, ce qu'ils sont en train de devenir. Je pense, j'ai employé un grand mot politico-technocratique, c'est la co-régulation citoyenne participative. Je ne dis pas démocratie participative, c'est inclus. La co-régulation citoyenne participative grâce aux réseaux sociaux. Nous avons un pouvoir diffus. Nous n'avons pas le sentiment exact de la réalité de notre pouvoir. 1, parce qu'on ne sait pas prendre des décisions collectives. Personne ne le sait encore vraiment. Et 2, si jamais on arrive à les prendre, on ne sait pas évaluer l'impact de nos décisions collectives par des moyens que les réseaux sociaux ont. Donc, ma réponse à votre question, c'est pour éviter les monopoles du numérique et pour aider, d'une certaine manière, les politiques à une gouvernance qui retombe sur l'intérêt des gens, l'intérêt de la vie quotidienne des gens, c'est d'être en complémentarité, utiliser, et bien sûr, l'intelligence artificielle, la co-régulation citoyenne, participative, grâce aux réseaux sociaux. Là est notre pouvoir. Merci beaucoup Joël de Ronet, Augustin de Romanet et Gilles Babinet pour cette table ronde passionnante. Je vous souhaite une bonne continuation sur cette soirée. Bon appétit. Merci.